Yo 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 la team, comment ça va? Comment ça va, Capette? Bah écoute, moi ça va, mais le marché, moins je pense. Pour ceux qui nous écoutent, on est sur un Bitcoin en dessous des 100 000. C'est très probablement lié à la situation géopolitique, puisqu'on a l'Iran qui annonce vouloir fermer le détroit d'Osmuz, je crois Dormouz, qu'il ouais. s'appelle comme ça. Voilà, ouais, d'Ormuz, pardon. Et, il devrait y avoir une seconde confirmation si ça se fait, donc ce serait un gros blocage de l'économie du pétrole, donc de l'économie mondiale d'une certaine façon, et les marchés ils kiffent pas trop. Mais sinon, perso, ça va. Et toi? Bah, je t'avoue, enfin, c'est un peu terrifiant ce qu'on voit dans le monde actuellement, évidemment. Mais encore une fois, d'un prisme Mm. spéculation, très heureux, quoi. Parce que Ouais, j'ai TP hype à un bon moment. Et j'avais aussi ouais, ouais. coupé mon exposition à Bitcoin avec un short qui couvrait l'équivalent de ce que j'avais sur le spot. Et au final, je me retrouve en bénéfice sur ce. Enfin, j'ai pas. Pour l'instant, je subis pas la baisse sur Bitcoin. Je récupère du funding rate avec ça, vu que je suis en short pour couvrir le spot. Et sur Hype, qui est assez volatile, j'ai réussi à esquiver une bonne partie de la volatilité baissière récente. Donc, que demande le peuple, quoi. C'est. Bah, j'ai une question, tiens, on va se mettre en situation. Donc, t'as senti le coup venir, que ce soit sur BTC et sur Hype. Quand tu vois que ça se passe comme ça, tu fais quoi? Tu branches un ledger à un Rabbit, tu vas sur Hyperliquid, tu ouvres un short, tu mets un short de combien? Comment ça se passe, tiens? Pour les TP et les shorts, etc. Ouais, Bah, ouais. techniquement, ça dépend vraiment de comment vous voulez le faire, etc. Enfin, en gros, par exemple, j'en sais rien, si tu as un Bitcoin et que tu shorts un Bitcoin, ça neutralise ton exposition. Donc, c'est comme si tu avais vendu tes Bitcoins, d'une certaine manière, puisque tu passes Hmm, d'une 100% hmm. exposition par rapport au bac que tu avais à 0%, parce que c'est comme si tu l'avais vendu, mais tu profites des funding rates. Le problème de ça, c'est que ça demande de la liquidité. Et c'est difficile à faire, en tout cas c'est davantage difficile à le faire sur un actif qui est très volatile parce que, par exemple, si je l'avais fait sur Hype et j'en sais rien pour une X ou Y raison, le truc s'envole et je suis en grosse size pour couvrir l'équivalent de mon spot, etc. Ça peut être vite chiant en termes de liquidité, etc. Et aussi, je me permets de shorter l'équivalent de mon spot uniquement si mon spot est disponible et que à tout moment je peux rééquilibrer ma position. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait à tout moment, si j'ai besoin de marge sur les dérivés, il faut que je sois assez liquide sur le spot pour pouvoir rééquilibrer ou ajuster, etc. Donc voilà, je fais ça sur les actifs que j'ai liquides. Et pour le faire de manière concrète, bah, moi par exemple sur BTC, ça a été un short sur Hyperliquid en levier 1 de la size que j'avais sur le spot. Mais il faut être en capacité de le faire et j'ai pu le faire parce que j'avais encore pas mal de stablecoins de côté. Je sais pas si tu t'en souviens, j'avais pas tout ruiné. Et sur Hype, j'ai globalement juste vendu en spot. 75% de mon bag, mais j'avais déjà une petite partie qui avait été TP, donc je pense que je dois être à 15% de l'exposition que j'avais de base sur Hype, et je suis à 0% d'exposition sur BTC. Et puis maintenant, je vais ajuster, je vais surveiller ce que le marché nous fait, etc. Et puis couper cette couverture sur BTC dès que je sens que le moment est opportun. Ça peut être si le prix remonte, ou ça peut être si le prix baisse énormément. Et puis sur Hype, ça va évidemment aussi beaucoup dépendre de ce qui se passe sur BTC et de ce que je vois graphiquement. Donc, mais ce qui est plutôt positif, je dirais, sur ma prise de profit récente, qui peut paraître bourré de chance, et qu'il est peut-être, c'est que au final, je me suis uniquement concentré sur le graphique et sur le prix. Et c'est-à-dire qu'en fait, on avait énormément de news, etc. Mais j'ai uniquement pris des décisions à partir de ce que je voyais graphiquement. Et je pense qu'il y a, enfin, c'est ce que j'explique à longueur de journée, à longueur de stream, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont graphiques. Typiquement, par exemple, le top sur BTC récemment, on avait énormément d'achats du côté des ETF, de l'achat de Sailor, et pour autant, on voyait un BTC qui consolidait, voire qui était un petit peu faiblard. Donc le cumul des choses a fait que voilà, j'ai pris mes décisions sans même prendre en compte l'aspect géopolitique. Et maintenant, entre grands guillemets, l'aspect géopolitique va dans mon sens, va dans mon biais, dans mon spéculation. Et j'en suis très content. Donc on verra. Ça fait beaucoup d'enchaînements où j'ai de la réussite. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui arrivera éternellement. Il faut être très clair par rapport à ça. Mais en tout cas, c'était surtout d'une perspective de j'ai réalisé beaucoup de profits sur le rebond de Bitcoin, j'ai
beaucoup de profits latents, entre guillemets, sur Hype, sur tout le run qu'on avait, parce que j'avais pu in genre assez bas. Et du coup, j'étais très OK avec le fait de largement réduire mon exposition au marché et de me dire, bah, j'attends qu'on me montre quelque chose de plus convaincant, de plus bullish, de plus fort pour reprendre de l'exposition, plutôt que de vouloir être exposé à tout prix. Mais après, ça, c'est très en rapport avec ma situation personnelle, etc. C'est-à-dire que, j'en sais rien, si j'avais pas fait un aussi bon run sur BTC ou sur Hype, peut-être que j'aurais pas pris les mêmes décisions, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que je dis que c'est une approche personnelle, parce que en fait, je prends ces décisions à partir de ce que j'ai fait avant et à partir de comment je me sens et ce que j'attends du marché. Et du coup, c'est ce qui m'a mené à prendre toutes ces petites décisions. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais appris sur ce cycle, c'est que liquidity is key, et ma plus grosse erreur de ces dernières années, ça a été d'être de trop exposé. Ça m'a coûté très cher. Et c'est pour ça que, tu vois, maintenant, j'ai toujours du stable de prêt que je ne réinjecterai pas dans tous les cas. Et dans le pire des cas, s'il y a un short, entre parenthèses, easy, je vais le prendre. Parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas, tu vois. Et c'est quelque chose, maintenant qu'on a plein de trucs on-chain qui permettent de le faire, que j'ai envie d'apprendre à faire. Parce que tu vois bien, de toute façon, tu vois, on a eu cet épisode où on a investi dans pas mal de pré-sell. Donc quand vous êtes en pré-sell, de toute façon, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vendre. Donc, comment vous pouvez vous protéger si jamais vous avez fait un bon multiplicateur, imaginons, bah, c'est de pouvoir shorter l'équivalent Ou une partie. quand vous avez la Parce possibilité qu'en fait, de le le faire. problème, Donc, c'est qu'il ou une faut partie, pas voilà. mal. En fait, le problème de, par exemple, couvrir des gains qu'on a eu, je sais pas, en pré-sale ou peu importe, c'est que, en fait, à tout moment, le coin fait encore x4. Et comment tu fais sur le short qui te sert de couverture, sachant que les jetons, tu les as pas à ta disposition pour genre rééquilibrer les positions, etc. Donc Ouais. c'est compliqué, c'est davantage plus risqué. Et je pense que ça dépend aussi énormément du market cap et de la volatilité. Enfin, genre sur un gros market cap, c'est beaucoup plus facile de le faire parce que tu as besoin de moins de liquidité, parce qu'en général, on te donne plus de levier, et aussi parce que, en fait, vu qu'il est moins volatile, tu as moins de surprises. Enfin, ce serait extrêmement étonnant que Bitcoin fasse plus 100% une journée, tu vois. Donc, ça te donne énormément de marge pour Ouais. ajuster. Mais moi, je me vois pas faire plus que x1 ou x2, tu vois, sur un short. En tout En cas, fait, au ce qui début. compte, c'est ce que tu risques. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, imaginons, tu as un Bitcoin en spot, tu veux le couvrir sur les dérivés. Tu peux très bien couvrir sur les dérivés avec un levier x1, mais tu peux très bien le faire avec un levier x25. Si tu as beaucoup de marge sur le côté, ce sera ton même prix de liquidation. Mais en gros, ce qui compte, c'est de ne pas utiliser le levier pour augmenter la taille de position. Le levier, il te sert juste à mettre moins de marge. Donc, en fait, si tu te dis, j'ai pas beaucoup de liquidité de côté, mais j'ai quand même mon backspot BTC qui est liquide, je peux peut-être couvrir l'équivalent sur les dérivés avec un levier x5 ou x10. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir trop de stablecoin pour me couvrir. Et au pire des cas, genre, je peux vendre du BTC ou genre, je peux renvoyer du BTC pour augmenter ma. Enfin, genre, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Mais je recommanderais, enfin, s'il y a des gens qui s'essayent à ça, je recommanderais de le faire avec des tailles de position qui sont largement inférieures à ce qu'ils ont envie de faire de base, pour vraiment se familiariser avec l'interface, les comportements et pas avoir de mauvaises surprises. Et C'est puis ça. voilà. Ouais, parce que je pense que c'est une étape qui est intéressante. Tu vois, on a Hyperliquid, on a Extended, Lighter, Paradex, on a plein de Dex Club. Et potentiellement, tu vois, tu peux apprendre à faire tout en farmant un C'est airdrop. ça, c'est ça. Donc tu peux faire d'une C'est pierre ça. deux coups. Après, ça dépend. Enfin, dans les trucs à farmer en ce moment, je vois pas énormément de choses. Je vois quelques trucs, quelques protocoles assez sympas sur Hyperliquid. Et puis après, il y a des concurrents d'Hyperliquid qui peuvent être intéressants à farmer, mais je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est plus dans une perspective court terme que d'une perspective long terme. Parce que je pense que pour pouvoir prendre une Ouais, je suis d'accord. position significative du marché des produits dérivés décentralisés, ça va être difficile, quoi. Donc, je pense que, si je devais farmer, par exemple, j'en sais rien, Lighter ou Paradex, etc., ce serait vraiment dans une perspective très court terme. C'est-à-dire que si j'avais les jetons, je pense que je les dumperais immédiatement par défaut. Je sais que c'est pas forcément ce que les builders veulent entendre, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Parce qu'en fait, farmer, c'est bien, mais il faut essayer de prendre de l'avance et de comprendre à quel point le protocole va être viable, à quel point il va capturer de la valeur, à quel point ça va être difficile de le concurrencer, et donc estimer au mieux quelle est sa valorisation, quoi. Et quelle peut être sa valorisation dans le temps.
Et donc c'est pour ça que moi j'avais beaucoup farmé Hyper Liquide, c'est parce que je les voyais bien genre durer dans le temps et garder une position importante sur les dérivés décentralisés. Mais après, de là à ce que ça réussisse autant et que ça prenne autant de part de marché, je peux pas mentir, je pensais pas à ça, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Mais en tout cas, ouais, moi je parlais pas forcément des jetons après. En fait, les jetons après, c'est bonus. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des interfaces qui sont pas mal. No KYC en plus, donc c'est l'occasion d'en profiter. C'est surtout que ce que je t'explique là par rapport au funding rate et le fait de te couvrir sur les dérivés, ça me permet de toucher un yield en fait sur mon short en fait. C'est-à-dire que si par exemple à l'année ça me rapporte 10 à 13% d'être short sur les dérivés, notamment sur Bitcoin, ça veut dire que si ça représente si je short l'équivalent de mon spot, ça veut dire que j'ai genre 10-13% de yield sur la moitié de mon capital. Donc ça veut dire que en me couvrant, je gagne 5 à 6% annualisé, ce qui est plutôt cool. Donc là, par exemple, rien que le fait de couvrir mes BTC, toutes les heures, je récupère des petits bénéfices qui sont assez cool, quoi. C'est un petit plus. Un petit plus. Tout à fait. Très bien. Et écoute, est-ce que tu veux attaquer peut-être sur de l'analyse technique plutôt que d'attaquer sur de l'actualité? Parce que je pense que là, les gens, tu me dis, on peut faire de l'actualité, c'est juste que là, on a un marché qui bouge pas mal et que on voit beaucoup de choses sur les réseaux. On voit des gens qui se disent c'est bon, on est proche de la capitulation, les alts c'est bon. Ou voilà, j'ai des points d'entrée sur Hype, j'ai des points d'entrée sur Ether, sur Sol, sur BTC. Il y a peut-être des choses intéressantes à regarder, en sachant que voilà. C'est pas prophète, c'est juste des zones et que tout peut arriver sur ce marché. Bien sûr. Alors attends, c'est comme ça. Attends, c'est comment déjà pour nous montrer? Je suis en train de me perdre. Comme ça, voilà. Nickel. Comme ça, ouais. Je me suis battu avec le soft. Dans l'ensemble, déjà, en fait, j'aimerais bien prendre un peu de recul, notamment sur la situation qu'on peut voir avec Israël, l'Iran et les États-Unis. Donc, en fait, là, ce qui s'est passé, moi, de ce que j'ai lu, c'est que les États-Unis ont bombardé des sites stratégiques de l'Iran pour faire en sorte qu'ils n'aient pas l'arme nucléaire. Enfin, je fais un énorme raccourci, mais c'est la compréhension. C'est le narratif. Et du coup, maintenant, l'Iran essaye de répliquer, notamment en obstruant, en coupant les passages dans un détroit qui est un passage où il y a beaucoup de bateaux qui passent pour approvisionner du pétrole, je suppose, à peu près l'Europe et peut-être, je sais pas, d'autres continents, d'autres pays. Et du coup, ça, c'est un peu problématique dans le sens où, en fait, si on a l'Iran qui bloque ça, du coup, ça va être plus compliqué d'acheminer ce pétrole-là. Donc, ça veut dire que ça va coûter plus cher à l'acheteur final. Donc, ça veut dire que le pétrole peut coûter plus cher. Et le problème, c'est que si le pétrole coûte plus cher, du coup, l'énergie coûte plus cher. Du coup, la production et les services augmentent en prix perçu par les particuliers et les entreprises. Et du coup, ça crée quoi? Ça crée de l'inflation, quoi. Enfin, moi, ma conclusion, c'est s'il y a un vrai blocage qui est problématique, etc., je n'ai aucune idée de si ça se fera. Parce qu'il n'est pas acté, c'est ça. En gros, il y a, je crois, le Parlement ou je sais pas quoi qui a validé, mais il faut une deuxième validation après pour que ce soit définitivement acté. Donc probablement, on spécule sur le fait que ça pourrait être acté et tout ce qui va se passer d'un point de vue macro. C'est ça. Et donc, potentiellement augmentation du pétrole, enfin du prix du pétrole. Du coup, plus d'inflation et ça fait pas nos affaires parce qu'on est déjà dans un environnement un peu relou. Je parle notamment aux États-Unis, où tu as une inflation qui remonte, tu as les tarifs douaniers qui cassent les couilles, et si tu te retapes encore plus d'inflation à cause de l'énergie et donc du pétrole, j'en sais rien. Après, il faut savoir que les États-Unis ont quand même de sacrées réserves, voilà quoi. Mais en fait, je pense que la question, c'est à quel point ce blocage peut durer dans le temps, à quel point il est réaliste, etc. Mais si ça se fait vraiment et que ça a un réel impact, sur ça, c'est difficile de juger de mon côté, je pense aussi de Capet. Mais si ça arrive, du coup, ça facilite l'augmentation de l'inflation. Du coup, ça veut dire qu'on ne baisse pas les taux tout de suite, voire qu'on les augmente dans un scénario catastrophique, mais j'ai du mal à y croire. Alors, je pense pas, mais ouais, en tout cas, on parlait, tu vois, tout le début de l'année, on disait, vas-y, les taux, on va les baisser. Début d'année, les gens se disaient, ouais, Trump, il va faire plier Jérôme Powell de la Fed, donc ça va se passer en début d'année. On a vu que ça s'est pas passé en début d'année. Et au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte que oui, il y aurait une baisse potentiellement, mais on parlerait d'une baisse de 0,5 points et que
Du coup, ça serait cet été. Au final, on nous dit c'est pas cet été, ça va être plus tard potentiellement. Et avec ces nouvelles, bah, potentiellement, il n'y a pas de baisse. Et ça, le marché, il kiffe pas du tout. C'est ça, et on a vu l'inflation augmenter depuis un mois. En tout cas, c'est ce que Trouflation affiche. Donc, je sais pas à quel point c'est pertinent. Je suppose qu'il y a du délai, etc. Mais voilà. Donc, tout ça fait que, bah, en fait, ça met un peu les marchés dans un stress où, bah, en fait, si on baisse pas les taux, ou on les baisse moins de fois que prévu sur les prochaines années, prochains mois, bah, du coup, ça veut dire que bah, l'argent reste cher, donc prendre du risque, c'est compliqué. Et en plus de ça, bah, en fait, les cryptos, enfin, Bitcoin se veut risk-off, mais en soi, il est risk-on dans le sens où il est assez aligné avec le S&P 500 et les valeurs technologiques. Donc, ça fait que, bah, en fait, tous les risk-on qui incluent les actions et les cryptos peuvent en pâtir. Si tu es sûr que tu vas être payé 4 à 5% à l'année par le gouvernement, tu dois essayer de surperformer ça sur les marchés actions, etc. Bah, c'est de la certitude versus une incertitude. Donc peut-être que ça va, j'en sais rien, démotiver les gens à prendre du risque. Encore une fois, je suis pas un expert, c'est une lecture basique. Et du coup, bah, ça pourrait en faire pâtir les cryptos. Et du coup, c'est pour ça que là, actuellement, sur BTC, ça accélère un petit peu à la baisse. Le truc, c'est que les marchés US ne sont pas ouverts, ils n'ouvrent que demain. Alors attendez, ça ouvre dans 21h05. Mais d'un point de vue dérivé, etc., d'ici 5h35, ça ouvre. Donc, ça va ouvrir vers 23h minuit, un truc comme ça. Et donc là, on pourra voir ce que les marchés US, à savoir le S&P, price, et voir à quel point ça réagit fort. Parce qu'en fait, si ça panique sur le S&P, je vois pas pourquoi ça paniquerait pas sur les cryptos. Après, récemment, on a vu que BTC avait énormément tenu lors de la baisse du S&P. Donc peut-être qu'on peut espérer ça. Mais actuellement, ça fait un peu peur parce que si l'Iran vont jusqu'au bout des choses, bah, tu as une guerre économique et potentiellement une guerre avec des militaires, quoi. Et encore plus de bombardements ou d'attaques ou j'en sais rien. Non. Donc pas mal d'incertitudes et tout ça fait que bah, actuellement le marché il se gamelle un peu. Moi ce que j'expliquais c'est que bah, en fait sur BTC c'était compliqué pour moi d'être trop optimiste dans le sens où évidemment d'un point de vue moyen long terme, donc si on regarde sur un mois, enfin si on regarde chaque bougie en un mois ou 3 mois, etc., genre on est sur une dynamique qui est haussière, elle est claire, on va pas se mentir. Même d'un point de vue EMA, c'est EMA et moyenne mobile, etc., c'est clean. Mais là, à court terme, ce qu'on voit, c'est que bah, si on prend un peu de recul, c'est qu'on a pris ces liquidités-là, qu'on retestait un niveau qui était assez clean, sur lequel on a largement consolidé. On a même fait une petite déviation ici en raclant tout. Et là, malgré cette petite déviation et ce lot qui se voulait intouchable si on était haussier et boule, bah en fait, on a débordé ce lot, sachant que lui, c'était déjà une sorte de déviation, une sorte de chasse, donc c'est vraiment pas bon signe. Et là, potentiellement, on est en train de clôturer sous ce niveau weekly-là qu'on tenait depuis 4 semaines, quoi, un peu plus de 4 semaines. Donc, tout ça me fait penser que, bah, je vais pas vous dire shorter, ça va à zéro, etc. J'en ai aucune foutue idée. Mais moi, de ma perspective, ça m'a fait me dire, bah, enfin, même quand on était là, de réduire mon risque. Et donc, moi, personnellement, par exemple, sur BTC, c'est assez simple. Soit pour moi on récupère ce niveau-là et tout ça était une panique et genre à ce moment-là tout va bien. Et c'est au moment où on récupère ce niveau-là probablement que je renforcerai mes positions et que je couperai mon short sur BTC qui me permet de couvrir ce que j'ai en spot. Soit à ce moment-là j'attends plus bas et pour moi la localisation idéale c'est cette zone bleue. Alors j'ai aucune idée de si on ira, mais déjà si on s'en approche et qu'on reteste ce niveau de support avec une petite panique et tout, quelque chose comme ça, ici, pour moi, ce serait un super niveau pour acheter et défendre cette tendance haussière long terme et notamment ce lot, quoi. Donc, personnellement, ma conviction, c'est que ce lot va tenir et j'ai du mal à voir le prix repasser sous ce bottom-là. Je pense que ce bottom est extrêmement bien né. Enfin, c'était vraiment clean. Et donc, pour moi, je reste haussier et je cherche des achats et soit ce sera lorsque on récupérera ce niveau-là, soit ce sera quand on aura un peu plus de panique plus bas, je dirais dans une zone qui ressemble à quelque chose comme ça, donc entre 82 et 92, quoi. Genre tout ça, ça m'intéresse à l'achat, et mon invitation, ce serait concrètement qu'on fasse des clôtures sous 83, 82, pour moi, ça commence à vraiment puer, mais la vraie invalidation, c'est que on perde ce lot ici, quoi. Donc globalement, mon plan, c'est
soit on va ici et à ce moment-là j'achète pour mieux rebondir, soit on récupère ce niveau et dès qu'on le récupère, pour moi, reprise de tendance haussière, retour en découverte de prix et on enchaîne. En tout cas, c'est ma vision du truc actuellement. Et tout ça découle évidemment sur toutes mes analyses des autres cryptos, à savoir Hype notamment, mais aussi Ether. Donc je suis très très prudent parce que j'ai pas besoin d'être agressivement à l'achat. Moi, j'ai très bien performé et je préfère prendre du risque quand j'ai une forte conviction que prendre du risque par défaut, entre grands guillemets. Donc voilà. Du côté du total market cap, on se fait un peu caca dessus, on va pas se mentir. Je pense qu'on est un peu en train de se faire peur. Le point positif, c'est que on avait retesté le dernier ATH, en tout cas là où on clôturait ici en mensuel, en tant que support. On a retesté parfaitement la reload zone acheteuse, donc 61-70% de cette hausse. Et donc maintenant, on est probablement dans une compression ou dans un range. Et donc, genre, si on prend le marché crypto global, si jamais on revenait dans cette zone ici ou quelque chose comme ça, ce serait la zone idéale pour défendre ce lot, qui lui-même défend ce lot et qui lui-même défend la tendance haussière à long terme. Donc voilà, moi, ça m'étonnerait pas qu'on retrace un peu. Juste par exemple sur BTC, il y a un truc que j'ai pas montré, qui est un contre-argument d'une certaine manière, qui vous montre un peu plus de choses positives. C'est le fait que sur BTC, on n'a pas chassé ça, on n'a pas chassé ce high, ce high, ce high, ce high, ce high, ce high, ça. Enfin, globalement, il y a beaucoup de high à aller chasser. Donc ça, pour moi, c'est un bon opium pour la suite. Mais factuellement, ce que je vois, c'est que en fait, on a fait une consolidation de plusieurs semaines et qu'on est en train de la casser par le bas. Et ce que je vous expliquais, ça, c'était genre une belle chasse. En général, quand tu fais une aussi belle chasse et que tu as une aussi belle réaction au-dessus du niveau, tu n'as pas envie de voir ce niveau retesté. Et si on découle en dessous, à mon sens, c'est pour aller bien plus bas. Et c'est ce qu'on voit pour l'instant. Dans les autres choses à regarder, on a évidemment BTC qui est en train de mettre une claque au reste du marché. Donc si on regarde la dominance de BTC, on voit que on est juste en train de s'envoler. Ce qui est assez fou, hein, mais juste la dominance BTC ne faiblit pas. Et ce que je vous montrais aussi avant, c'était... Alors, est-ce que je peux le voir ici? Voilà. Je voulais vous montrer ça aussi. Ça, c'est les altcoins vs BTC. Et sur les altcoins vs BTC, il n'y a aucun signe de retournement. Genre pour moi, peut-être qu'on aura une alt season un jour, mais je vois aucun signe de faiblesse sur la dominance Bitcoin. Je vois rien qui me rassurerait pour me dire, ok, on va avoir une baisse des taux, donc l'argent il va être un peu plus gratuit et donc, en tout cas moins cher. Et à ce moment-là, les gens ont envie de prendre du risque et les altcoins seraient cette dernière étape de prise de risque. Donc, ils commenceraient probablement vers les actions, les ETF, puis Bitcoin, puis Ethereum ou Solana, puis les altcoins qui arrivent en toute fin. Donc là, pour moi, on en est loin. Et donc, ça fait que me positionner dans les altcoins, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Alors oui, je voulais montrer ça, mais étonnamment, cette semaine, on n'a eu aucune émission de stablecoin. Enfin, globalement, on a stagné. Donc ça, c'était aussi intéressant parce que tu as beaucoup d'argent qui rentre sur le marché sur BTC, les Sailor, les ETF, etc. Mais le prix range et derrière, tu n'as pas d'impression de stablecoin. Alors même que tu as le Genius Act qui est passé et que tu as Circle qui est juste en train de tout péter sur la bourse traditionnelle. Juste pour information, Circle n'est pas dans le même marché que nous là. Il a commencé à côté Circle à 30, il est à 240. Ouais, c'est énorme. Donc voilà. Et après, dans les autres choses que je voulais vous montrer, en fait, tu le shorterais là, Circle? Non, moi je shorte pas ça. J'ai pas assez de connaissances. En fait, le truc, c'est que pour une boîte factuellement, pour une boîte qui n'imprime pas de stablecoin dernièrement, qui donne 50% de ses revenus à Coinbase et qui est valorisé 40 ou 50 fois 58. Ses revenus nets annuels. Genre, ils font 200 millions à l'année actuellement. Ils sont 70 fois, j'ai vu sur Twitter. 45 milliards, un truc comme ça. Ouais. Là, ils sont valorisés 58 milliards. Ils sont valorisés à 58 milliards. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points sur TradingView. Vous avez Metrics, Financials, et là, vous pouvez voir la valo. Et donc là, on est à 52,55 milliards, tu vois. Et donc, c'est ce que j'expliquais, genre d'un point de vue... C'était où les revenus? Revenues... Donc, en revenus, ils ont fait un peu plus d'1 milliard, mais ils en redonnent énormément.
Je sais plus où je peux voir ça. Ok, Ouais. ce que j'ai lu sur Twitter, c'est de la grosse merde en fait. Je sais plus si c'est le net, mais bref. En tout cas, voilà. Après, je suppose que les gens parient sur cette narrative stablecoin, régulation open bar et sur une future croissance. Mais actuellement, je vois rien de tout ça. Et en plus de ça, ils redonnent beaucoup à Coinbase, quoi. Et si tu regardes, par exemple, il n'y a pas eu d'émission de stablecoin depuis avril 2025 sur USDC. Voire, tu as une réduction légère, quoi. Donc, pour une boîte qui skyrocket, alors que je vois... Il y a sûrement des choses que je vois pas et que les investisseurs voient, et c'est pour ça qu'ils se positionnent. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse pas d'acheter du Circle à ce prix-là actuellement. Après, à voir comment il progresse, quoi. Donc voilà, donc comme vous l'aurez compris, BTC toujours plus fort que le reste, mais qui est lui-même faible à cause du contexte et puis enfin voilà, il casse une consolidation par le bas. Et dans les autres choses que je regarde, je regardais notamment Ethereum, dont je parlais sur Twitter. Ethereum qui, à mon sens, se rapproche d'une zone intéressante. En gros, ce que j'expliquais, pour faire très simple, c'est que en fait, Solo, il chasse tout ça. Lui-même, derrière, on a réintégré ce niveau-là. Donc, si on est bull, on ne veut pas voir le Ethereum repasser sous ce niveau-là. Et on suppose que ce niveau-là est une bonne zone de support. Donc, si on se rapproche d'ici, qu'on arrive dans cette zone ici, qui est elle-même une zone idéale pour défendre Solo, en fait, on arrive sur une sorte d'asymétrie qui peut être assez intéressante. C'est-à-dire que, en fait, globalement, tu peux te positionner dans tout ça, te dire que si on va là, je veux plus entendre parler d'Ethereum. Mais si c'est pas le cas, techniquement, l'objectif logique, c'est les 4 000 $. Et si on break les 4 000 $, c'est ATH et retour en découverte de prix. Donc moi, je suis pas le plus grand fan de Ethereum, comme vous l'aurez compris. J'ai tout vendu et j'ai passé tout ce que j'avais en hype et en BTC. Et il a entièrement sous-performé BTC hype. Même sur le rebond récent, on peut le voir face à BTC, c'est toujours pas ça, quoi. Semble rien, mais ouais. sur la paire dollar, pourquoi pas. Et si je le faisais, ce serait probablement de manière légère et pas agressive. Mais en tout cas, l'asymétrie en termes de risque et de récompense est assez intéressante. Globalement, je suppose que la majorité des gens envisagent un trade de ce style-là, quoi. Donc, tu risques 1 pour gagner un peu plus de 3. Et si on part en ATH, c'est pour 5. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc qui me donnait un peu envie sur Ethereum. Et actuellement, c'est ce que je vois idéalement, essayer d'acheter dans cette zone ici, mettre ton stop là, et puis si jamais... en espérant ne pas te faire SL et tout. Après, il y a BTC évidemment qui... Voilà, mais je le ferai probablement en spot avec une petite position. Je pense que ça peut en valoir le coup. Mais voilà, je garde évidemment BTC en tête. Et je pense qu'évidemment, les gens veulent entendre parler d'un certain coin qui s'appelle Hype. Hype qui a pris la frappata. Il se fait complètement tabac. Non, plus sérieusement, en x4 depuis le bottom, personnellement, je suis sorti dans cette zone-là. Et moi, j'ai juste mis des ordres globalement dans cette zone ici. Genre, pour le moment, ça défend les 31 $, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Mais en fait, le plus intéressant, c'est qu'ici, tu as les 38% de retracement de toute la hausse. Donc, en général, sur une tendance forte, le premier arrêt, c'est un niveau qui est assez significatif. Genre, le niveau équivalent actuellement sur BTC, c'est 97K d'ailleurs. Mais pour vous expliquer à quel point les 37%, c'est puissant, enfin, les 38%, excusez-moi, c'est que si vous prenez le bottom sur BTC et le top avant qu'on fasse là, en fait, on a littéralement... bottom en frôlant le niveau ici. Et si tu prends les 38% sur le move d'avant, donc du bottom jusqu'au top ici, c'est aussi ici qu'on a bottom. Ouais. Donc dans une tendance forte, les 38% c'est vraiment clean. Donc là, les 38% ils sont ici, mais en soi on peut le même faire dans un move interne, mais moi je pense que le bottom est in sur BTC. Donc tout ça pour vous dire que sur Hype, on arrive sur un niveau qui est assez important. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que en soi, c'est le dernier ATH, oui, mais on a déjà retesté ce prix-là, en fait. Donc, le retester une deuxième fois ici, après cette petite consolidation, ça marque pas mal de faiblesses. Donc, c'est pour ça que j'y vais assez prudemment. Et comme je vous l'expliquais, pour moi, le biais, il était assez simple. C'est tant qu'on reste au-dessus des EMA en daily, tout va bien. Et le moment où on commence à les péter,
souvent que soit on va ranger, soit qu'on va attaquer une tendance baissière, surtout sur un market qui est aussi tendanciel. Et donc, voilà, moi j'achète progressivement. Et si jamais, je sais pas, on a un range ou un truc comme ça, je peux totalement racheter. C'est ce que j'expliquais sur Twitter. Sur Twitter, moi, ce que je disais, pour me repositionner bien sur Hype, il faudrait que on reflippe les EMA daily ici à la hausse, donc elles recroisent à la hausse globalement. Qu'on tienne les 38% ou la reload zone, donc j'ai une localisation qui soit intéressante, et que BTC me donne ce que je veux. Si j'ai globalement les 3 alignés, ça me permet de renforcer ma position avec de la conviction. Et certes, je me serais fait filer progressivement, mais derrière, je remets une grosse cartouche quand j'ai un peu plus de conviction que le bottom. Tu peux répéter les 3 trucs, donc croiser les EMA, et les 2 autres, c'est quoi, pardon? Croiser les EMA, être sur une localisation intéressante, probablement les 38, donc ici à 31,8 ou un peu plus bas en reload zone vers 23-24 $. Et après, BTC qui me donne ce que je veux voir, quoi. Ouais. Si j'ai ces 3-là, si j'ai cette trinité-là, en général, je pense que ça me donne des... Enfin, je pense que c'est EV+ pour moi de renforcer dans ces conditions-là, quoi. Donc voilà. Tu peux jeter un coup d'œil à Sol, Solana qui est pas très beau. Pas, hein. Bah, c'est ce que je décrivais les précédentes émissions. On avait un range ici dans lequel on s'est baladé. On l'a break par le haut, on l'a retesté. Le fait qu'on l'ait retesté une deuxième fois, derrière, ça nous a fait nuke. C'est pour ça que j'aime pas qu'on reteste 2 fois des niveaux. Et maintenant, on essaye de défendre ce low pour faire un higher low, mais j'ai aucune conviction dans ça. Genre, si je devais rentrer sur Solana, ce serait soit si on breakait ce niveau-là ici, genre typiquement un truc comme ça, avec une invalidation si jamais on repasse en dessous ou qu'on a construit un higher low, genre moi je rentre là, je mets mon SL là et je vise un ATH ou un truc comme ça. Soit plus bas en fait. Et ma zone dont je parlais sur Twitter, c'était 61 à 78% de retracement de toute la hausse. Et idéalement avec une confluence sur ce niveau ici. Donc moi, si sur Solana, j'ai un truc sympa ici, entre, je sais pas, 50 et 100 $, pourquoi pas, mais au-delà de ça, moi, ça m'intéresse pas du tout parce que j'ai d'énormes convictions dans Bitcoin et dans Hyperliquid. Et je pense que les deux vont le surperformer. Au moins hype. Mais après, si on me donne un truc intéressant, pourquoi pas. Mais enfin, Sol, dernièrement, j'ai vraiment du mal à y croire. Donc c'est pour ça que je regarde moins et je le trouve juste plus faible que tous les autres trucs. Enfin, plus faible, j'abuse, mais enfin, Sol BTC, je pense qu'il tire bien la gueule. Ouais. Sur les plus bas. Sol ETH, ça donne quoi? Sol ETH, on est sur un niveau clé, mais globalement, on a bien retracé. Genre, enfin, Sol qui sous-perf Ether, c'est quand même fou. Enfin bref, je pense que les gens étaient sur Solana pour surperf Ether, et là ils se retrouvent à sous-perf Ether, donc compliqué. Donc voilà, mais et puis sinon dans les autres cryptos, il y a aussi Tao. Tao que je vois beaucoup mentionné sur les réseaux. Pour moi, on est dans une reload zone qui est elle-même enfin, globalement, si tu prends toute cette hausse et que tu traces 61 à 70%, tu as la zone bleue. Et si tu fais la même chose sur cette hausse-là, tu as la zone verte. Et si tu fais la même chose sur cette zone ici, tu as ce niveau ici encore voilà. Donc en gros, là, ce que ça te montre, c'est que tu es dans une zone très importante long terme. Et pour moi, les vrais problèmes commencent si jamais on commence à break ce niveau-là par le bas, quoi. Donc moi personnellement, enfin je suppose qu'il y a des gens qui achètent ici pour défendre ce lot et se dire je risque ça pour gagner genre ça en gros. Mais je trouve que le setup est moins bien que ETH et je préfère largement acheter plus haut avec la preuve qu'on a fait un higher low et qu'on reprend de la force, donc racheter là, ou genre une consolidation, une compression un peu plus longue, tu vois, que d'acheter ici un peu au hasard, sachant que BTC est un peu en train de se casser la gueule et que genre c'est pas la narrative la plus excitante dernièrement. Et après sur AAV, moi je surveille aussi AAV, moi si jamais on arrive dans... Enfin j'avais acheté tout ça avant, j'avais tout TP, genre un truc comme ça ici ou ici, un truc comme ça. Et en gros, tout ce qui est dans cette zone ici, je trouve ça assez intéressant parce que je me dis que mon invalidation, elle est claire, c'est ce niveau-là ici. C'était déjà le retest d'un niveau clean et avec ce dump ici, on a chassé ces lows, donc c'est vraiment clean. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est défendre ici pour proposer un higher low, sachant AV, ils ont vraiment des fondamentaux qui sont vraiment forts et clean. Donc AV, ça fait partie des trucs que je regarde. Et si tu regardes ici, il y a tous les petits traits noirs là, c'est des alertes que j'ai mis pour être alerté de tout ça. Ah oui, d'ailleurs, je me demande ce que ça... Ah oui, voilà. J'ai plutôt bien vendu sur Trump. Mais ouais, Trump, ça se casse bien la gueule. Je me demande si c'est pas un free short, d'ailleurs, des fois. Et après, tous les autres trucs, franchement, c'est juste qu'il n'y a aucun intérêt pour les altcoins, en fait.
et que genre il y a juste trop de gens, je pense, qui aussi on rotate des sous d'altcoin vers Hype parce qu'ils se disent bah j'ai un truc qui me buy back avec tous les revenus. Alors que le truc que j'ai, bah, en fait, c'est un token de gouvernance et il y a 0 revenus qui sont utilisés pour acheter mon token. Donc, je pense que le choix est vite vu pour la majorité des gens, quoi. Et c'est pour ça aussi que je parle autant de Hype, c'est parce qu'ils ont un avantage en termes de tokenomics qui est genre juste gigantesque. Je suis d'accord. Et après, pour le reste, bah, moi, je regarde pas 10 000 trucs. Hein. Enfin, j'ai regardé CoinGecko, on pourrait regarder vite fait. Hein. CoinGecko, donc passer à cet onglet-là. Je suppose qu'on voit mon écran, ouais. Ouais, c'est bon. Bah, il y a rien qui a surperformé. Sur les 7 derniers jours, bon, je crois que c'est un exchange. C'est un exchange. Token, quoi. Et après, tous les autres, bon, bah, c'est des surperformances qui sont légères. Enfin, t'as Sei et peut-être Kaya, c'est tout. Après, tout le reste, c'est des stablecoins. Et après, dans les trucs en dessous, bah, c'est Bitcoin, quoi. De mémoire. Donc, t'as des trucs qui sont autour de Bitcoin, mais il y a rien qui offre une surperformance démentielle, quoi. Donc voilà. Faudrait que je refasse une passe sur les altcoins, mais actuellement, je me suis vraiment concentré sur peu de choses. Non, mais il y a rien à regarder. Enfin, c'est que de l'infra et un peu de DeFi, effectivement. Il y a un petit peu de DeFi. D'ailleurs, Syrup, on va avoir une analyse fondamentale qui va sortir sur le site bientôt. Okay. Probablement cette semaine. Syrup, genre, si on va me chercher une reload zone, genre, ça, c'est un premier niveau assez intéressant pour moi pour y réfléchir, quoi. Mais je connais pas assez les fondamentaux, etc. Mais graphiquement, c'est le truc qui me vient en tête actuellement, quoi. Après, tu es dans une tendance haussière, donc tu vas défendre tes lows et ta tendance. Donc, en vrai, tu as envie de tenir ces lows. Je pense que genre là, si on panique sur ces niveaux-là, c'est un peu gore, quoi. Mais voilà. Donc, c'est pour ça aussi que Hyperliquid est très fort. Je vais vous montrer l'écran. Mais si vous regardez aujourd'hui sur une journée de panique comme ça, annualisé, ça fait 1,3 milliard de buyback, tu vois. Aujourd'hui, ils ont fait 3 600 000. Ouais, ils ont fait le pognon aujourd'hui, putain. Donc, en fait, quand ça dump, il y a du volume. Et ce volume-là, ça génère des frais. Et donc, ces frais sont utilisés pour acheter Hype. Donc, en fait, ça crée un peu un mécanisme anti-dump, anti-panique. Enfin, genre, évidemment, Hype peut aller à zéro, enfin, qu'on soit clair. Hein. Mais, genre, ça permet de vraiment faire résister davantage le prix, contrairement à n'importe quel autre altcoin, quoi. Là, c'est-à-dire que tu as genre, plus ça panique, plus il y a de frais, plus il y a de revenus, plus, genre, ça supporte le prix, en fait. Donc, c'est la seule crypto que je connaisse qui a une force qui a une pression acheteuse qui est aussi forte et une pression acheteuse qui s'amplifie sur les baisses, ce qui est totalement démentiel. J'ai une question, je me suis pas posé la question avant. Quand ils font un achat buyback, ils rachètent où le Hype? Sur leur propre protocole? En gros, l'argent, il est dans le HIP2. Enfin, les frais, ils sont collectés dans le HIP2. Et ce HIP2, il envoie instantanément les frais en tant que transfert sur le wallet qui s'appelle l'Assistance Fund. Et l'Assistance Fund, dès qu'il reçoit ces frais-là, donc en USDC, il place un ordre juste en dessous du prix du Hype. Donc, en gros, genre, ça met plein d'ordres limites juste en dessous du prix. Donc, par exemple, quand il y a 10 $ de frais qui sont, enfin, imaginons 100 $ de frais qui sont générés quand Hype est à 38, bah, ça va peut-être mettre un ordre à 37,95. Et donc, en gros, ça te crée des ordres d'achat directement dans leur order book. Ça market buy pas, quoi. Ouais, donc dans leur order book. Ouais c'est full on-chain, les achats. Rien à voir avec ce qui aurait pu être listé sur des SEX. Ah, mais oui, mais je peux Hyperliquid, voilà, c'est ça. Tu cliques là, et en gros, en fait, là, tu vois, ici, tu as tout sur le wallet, et genre, tu peux voir exactement combien ils ont acheté, etc., quoi. Donc, et tu vois tous les transferts, tu vois tout. Mais ouais, en fait, tout est injecté dans ce wallet-là. Et ce que je disais, ça va du HIP2 à l'Assistance Fund, quoi. Et je sais plus, ouais, c'était un limite. De base, moi, de ce que j'ai vu, c'était du limite, c'était pas du market. C'est pour ça que ça explique aussi le peu de frais qu'ils ont payé, quoi. Donc voilà. Mais ils ont fait 372 millions de volume. C'est ce qu'ils ont acheté, quoi. Donc voilà. Donc moi, c'est à peu près tout pour la partie technique. Mais encore une fois, Hyperliquid, très intéressant même dans cette baisse-là, mais voilà, j'agis prudemment parce que BTC m'oblige à agir un peu plus prudemment. Et voilà, après, ça se trouve, on va juste run it back, etc. On va juste remonter fortement. Mais moi, ce que j'attends, c'est qu'on récupère surtout ce niveau-là ici en tant que support. Tant que c'est pas le cas, je ressens aucune urgence de me repositionner
agressivement, quoi. Eh ben écoute, je te remercie, c'est très clair. Moi, je vais enchaîner sur la partie actualité pour ceux qui s'intéressent encore à l'actualité et aux fondamentaux par les temps qui courent. Mais Alors, voilà, on est en crypto, hein. Peut-être répondre à quelques questions dans le chat. Donc, Ouais, ils disent n'hésite pas. après l'achat, c'est brûlé. Non, après l'achat, c'est pas brûlé, ça reste dans le fond d'assistance. Ton skew sur le buyback, enfin, tu veux dire sur mes ordres à l'achat, 0.2. Donc, en gros, mon ordre le plus bas, il est 5 fois plus grand en quantité de hype par rapport à mon ordre le plus haut dans la fourchette de prix que je mets sur le scale, sur la partie scale que vous voyez sur Hyperliquid. Je reste, il n'y a pas d'autres questions. Tu n'utilises pas les EMA 200 de toutes les TF? Non, pas trop. Je vois beaucoup de gens qui en utilisent, mais moi, j'utilise les 9-18, les EMA 9-18, juste sur toutes les timeframes, mais je suppose que sur certaines timeframes, mes EMA se rapprochent d'une EMA 200 sur une timeframe inférieure. Enfin, de toute façon, tout se rapproche. Voilà, je te laisse enchaîner. En tout cas, question pour le chat. Vas-y. On peut même l'afficher. Hop, le petit chat. Question pour vous, la team. Avec tout ce que vous avez vu là, ces derniers mois, dernières années, vous devenez Bitcoin maxi ou pas? Ou dès que ça va repartir, si ça repart, vous allez vous remettre dans des altcoins ultra liquides et des meme coins comme si de rien n'était? C'est ça ma question. Et on refera le point d'ici quelques mois. Hype maxi, ça se maximalise, mais on a quand même des gens qui resteront accrochés aux alts. Hein. En fait, il y a plein de gens qui se disent ouais. Peut-être je suis genre dans le déni de malade sur ça et on va avoir une altizone de fou furieux très bientôt, mais j'arrive pas du tout à croire aux narratives enfin, à la renaissance de certaines narratives actuellement. Enfin, il y a des choses intéressantes, mais genre les fêtes, les fetch, les renders, les trucs comme ça, enfin, les Hondo et tout. Enfin, les Hondo, pourquoi pas et tout, mais en fait, pour moi, dans tous les cas, tous ces tokens-là, c'est pas des tokens, enfin, c'est des tokens de gouvernance qui ne donnent accès à aucun buyback, aucun revenu du protocole, et je pense qu'avec ce que Hype offre, genre, tous ceux qui ne s'aligneront pas vont mourir, enfin, vont sous-performeront à long terme, au minimum. On me demande, moi, c'est quoi mon folio? Bah, moi, j'ai du stable, quasiment plus d'Ether. J'ai dégagé mon hype à 35. Hein, je suis rentré à 40, je suis sorti à 35. J'ai pris ma perte, ciao. De toute façon, vu la gueule du marché, j'ai dit je préfère être dehors, c'est pas grave. Pas mal de trucs bloqués en pré-sale, du pic, du plume, d'autres trucs qui sont pas sortis, etc. Et beaucoup de regrets par rapport à tout ça. Et donc moi, la suite de l'aventure, bah, ça va être simplement de rester concentré principalement sur ce que je connais. Donc BTC, ETH, Sol, Hype. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est que je préfère être sur des trucs que je connais et que je maîtrise. Avec de l'upside moindre, plutôt que partir dans des trucs illiquides par gourmandise, parce que ça a payé par le passé. Pourquoi je l'ai fait pendant longtemps? Parce que ça a payé en 2017, ça a payé en 2021, ça paye plus du tout, et que aujourd'hui, voilà, ça fait 8 ans que je suis dans les cryptos, je vais pas m'obstiner à me dire, comme à la roulette, oui, ça peut faire x10, parce que les gens ont capital et machin, alors qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus safe. À un moment donné, je préfère jouer la sécurité et comme dit Picsou, bah, se couvrir avec des shorts, des trucs comme ça dans la mesure du possible. Si on a des opportunités, parce qu'on a un média, on peut avoir accès à des pré-sales avec des conditions qui sont goldées de chez goldé, je mettrai les petits tickets, mais j'irai plus charger comme une mule. En tout cas, pas dans la configuration actuelle où on voit pas la lumière du soleil avec la macroéconomie, avec... les taux directeurs, etc. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Dans quelques années, peut-être que je reverrai mon discours. Mais là, c'est trop de la merde. C'est trop de la merde. Ce que je vois, c'est trop de la merde. Voilà. Je vois des gens qui parlent de Link, ou même de Plasma. Plasma, j'ai pas assez dig, mais globalement, c'est l'USDT avec du yield, quoi, sur une chaîne, de ce que je comprends. Enfin, ils veulent prendre la place de Tron, quoi, de ce que je comprends. Ouais, c'est un peu ça. Et je vais beaucoup surveiller parce qu'ils ont fil rapidement et c'est directement backé, financé par Bitfinex, qui est l'entreprise qui a créé Tether. Donc ils ont un lien de parenté assez clair. Et par rapport à Link, bah je sais pas, Link c'est un bon produit, ça marche, mais c'est juste que, c'est un token qui est mécaniquement dump par la team. Ouais. Donc je sais pas si j'ai envie d'acheter un truc qui est dump constamment par la team, quoi. En fait, qu'est-ce qui va m'intéresser dans une crypto-monnaie aujourd'hui, avec tout le recul qu'on a? C'est déjà d'être capable de me dire que dans 3 ans, elle existera encore. Ce qui est très difficile à dire hors BTC, ETH, Sol, Hype, tu vois. J'ai des assez fortes convictions sur ces 4-là. Pour tout le reste, on est sur un marché qui va tellement vite que... oui, tu peux avoir des petites convictions sur du Ethena, sur du TAO, des trucs comme ça.
Mais ça va trop vite sur ce marché. Etena, c'est que de la gouvernance. Enfin, c'est un token qui est bloqué enfin, de ce que je comprends, qui est bloqué en 2017, quoi. Enfin, dans le sens où, genre, leur protocole marche, ils font, genre, une chier d'oseille, mais, genre, c'est de la gouvernance et tout le monde s'en branle, quoi. Ouais, genre, mais il y a des trucs qui c'est se toujours les construisent gens dessus. font le rapprochement de, oui, c'est vrai, il y a Converge, c'est ça, avec Ethereum et tout, c'est vrai, j'ai peut-être mal parlé à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des choses qui se passeront, mais j'attends de voir des choses concrètes et tout, parce que, en fait, le problème, c'est que, genre, on en a marre de voir des tokens qui ne représentent pas, qui ne reflètent pas la réussite d'un protocole. Parce que toute la team garde les revenus. Soit tu gardes tous les revenus et tu sors pas de token, soit tu sors un token et genre tu redistribues et tu fais en sorte que genre tes intérêts soient alignés. Là, le problème, c'est que tes intérêts, ils sont pas alignés dans beaucoup de cas. Et du coup, bah, est-ce que tu as vraiment envie d'être genre, de détenir un truc sur lequel genre tout le monde n'est pas aligné? Enfin, je pense qu'on se dirige vers un truc qui est communautaire avec genre du revenu et qui permet de rationaliser ces trucs-là et en fait de se rediriger vers quelque chose de plus sérieux et qui ressemble davantage à des actions tokenisées d'une certaine manière. Enfin, j'abuse dans actions tokenisées, mais c'est genre t'as un vrai droit, t'as des vrais avantages sur le produit et t'as un vrai cash flow qui passe par le token, quoi. Tu vois, donc là, on parle de Peak, donc nous, quoi, vous le sachiez, on est dessus et on fait des communications dessus et on bosse avec eux. Mais Peak, c'est un bon exemple. C'est pas parce qu'on est dedans et qu'on bosse avec eux que je dois vous mentir face à la caméra. Peak, le narratif, il est sexy. Tu vois, machine économie, IoT, etc. Sur le papier, c'est hyper sexy. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sorti un produit avec que dalle dessus. Que dalle. Pas de DEX, pas de liquidité, pas d'altcoin, quasiment aucune app. Ensuite, t'as une première ICO qui sort, Silencio. L'ICO, il y a un autre truc avec une levée de fonds, Machina, je me souviens plus trop. Ça s'est pas passé de ouf. Ensuite, les rumeurs, les bruits de couloir habituels en crypto, il va y avoir un DEX, ça arrive. On nous a dit février 2025. Juin 2025, il sort, zéro buzz, pas de liquidité dessus. Tu veux bridger de pic EVM à pic natif et inversement, c'est un cauchemar niveau UX. T'as pas de revenus, t'as pas de liquidité, les trucs sont en retard, c'est pas ouf. Plume Après, c'est le marché des altcoins, Bah ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, Plume Network, pareil, ils ont traîné à sortir un mainnet. Ils ont sorti le mainnet, bah il y a des trucs déjà. Je pense que ça va faire 100 fois plus de revenus que Peak, donc il y a plus d'espoir. Mais c'est pas terrible. Et en fait, c'est constamment sur ce marché. Il va se passer des trucs, des gens qui s'emballent, qui font 15 000 tweets, 15 000 trades pour dire il va se passer ci, il va se passer ça. Rien n'est réglé dans les temps. Et juste, les gens, ils en ont marre, tu vois. Ils veulent juste avoir un produit qui marche, qui est concret. Voilà. Et si en plus, t'as des revenus, et si en plus, t'as du buyback avec les revenus, bah voilà. Non, tu finis la phrase par hyper liquide, point. Sinon, c'est comme ça. Voilà. Bon, je te laisse enchaîner sur l'actu. Et c'est tout ce qu'il faut en retenir. Voilà, donc je mets mon écran. C'est parti, mon cousin. On attaque. Carré. Avec l'actualité. Donc, actualité crypto de la semaine, c'est parti. Alors, on va vous parler de Bitpanda qui est sponsor de cette émission. N'hésite pas à remettre le QR code. On a du nouveau et ça fait très plaisir. Parce que pour une fois, on va pas vous répéter le fameux c'est une plateforme pour investir en crypto, en indice, en actions fractionnées. On va parler des nouveautés sur Bitpanda. Et il y a du gros qui arrive. Alors, il y a deux choses. Il y a une première raffle qui démarre où vous n'êtes pas obligé d'être un nouvel inscrit. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez en profiter. En fait, tout simplement, vous avez une sorte de loterie où tous les 45 € de volume, eh bien, vous avez une chance. Vous avez un ticket qui se débloque pour pouvoir gagner jusqu'à un BTC entier. Voilà. Et ça se passe du 23 juin au 20 juillet. Donc, pour ceux qui nous écouteront sur YouTube, vous avez le lien en description. Et à côté de ça, il nous annonce Bitpanda Fusion, qui est en fait un enchaînement de nouveautés avec un petit vision paper qui est sorti. Alors, quand vous allez sur le site de Bitpanda, dans la catégorie Web3, vous avez justement... et on peut voir plein de nouveautés. Donc, un DeFi Wallet, un nouveau token, refonte au niveau du protocole, un launchpad et un layer 2 qui va arriver. Donc je vais vous en parler rapidement et je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur le sujet pour la chaîne de Coin Academy. Mais dans les grandes lignes, Bitpanda à la base, donc c'est une plateforme centralisée qui apporte des liquidités sur plusieurs types de plateformes pour vous proposer les meilleurs prix, qui ont pas mal de choix au niveau des crypto-monnaies. Il faut des actions, etc. Et là, ils vont double down sur la partie Web3 en vous proposant un wallet. Ce sera un wallet sans seed phrase, donc apparemment, il y aura un système de smart recovery. Je ne sais pas si ce sera lié avec votre compte Bitpanda ou un autre système, mais l'idée, c'est que c'est pas la boule au ventre de je perds l'accès à mon wallet, tu puisses récupérer l'accès à ton wallet facilement avec des interactions DeFi intégrées. Une refonte au niveau de leur token
Donc, ça s'appellera le Vision Token, et l'idée, c'est que quand tu as du Vision Token, tu peux avoir accès à des produits qui seront listés sur le Launchpad, où ils vont essayer de vous proposer des projets de qualité pour pouvoir investir. Ils vont vous proposer des réductions sur le trading sur la plateforme Bitpanda. Refonte au niveau du protocole, donc ils vont vous permettre, au travers du wallet notamment, mais aussi avec une application DeFi, j'imagine, de faire du swap multi-chain avec des frais très bas, où eux, ils vont s'interfacer avec justement différents types de bridge pour vous proposer les meilleurs taux. Et il y a un Layer 2 qui sortira en 2026. Donc on n'a pas plus d'informations au niveau du Layer 2, mais je pense que ça va être comme Base et Kraken, ce sera probablement sur l'OpiStack, histoire d'avoir l'interopérabilité qui va avec, et le tout en étant bien en phase avec la réglementation européenne. Donc vous avez tout qui est expliqué dans leur paper. Voilà, donc petit paper de 12 pages, c'est bien, ils ne nous font pas un paper à rallonge qu'on n'a pas envie de lire, ça se lit assez bien, où tout est expliqué dans le détail, et on vous fera d'autres communications sur le sujet sur Coin Academy avec des concours qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus sur Bitpanda, vous avez la vidéo Bitpanda Fusion qu'on a faite, qui est disponible sur la chaîne de Coin Academy. Vous avez un lien pour vous inscrire et on va pouvoir enchaîner sur l'actualité. Donc déjà, c'est ce qu'on disait plus tôt dans l'émission, hein, la Fed qui temporise et maintient ses taux. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Les gens étaient en mode ça fait longtemps qu'on nous parle d'inflation, de récession, on a le droit au bonheur ou pas? Le bonheur, ce serait une baisse des taux, donc avoir accès plus facilement à de l'argent pour prendre des risques. Cette histoire de taux, on nous dit au final que si ça se fait, ça se fera que légèrement en 2025. Et maintenant, avec la situation avec l'Iran, il se pourrait même que les taux en fait ne baissent pas si jamais l'inflation augmente. Donc si c'est le cas, les marchés ils vont pas trop kiffer. Donc c'est pas la période où les gens ont envie de prendre des risques de malade. Voilà, tout simplement. Pour les bonnes nouvelles, on en a parlé plus tôt aussi. Hein, c'est du côté de Circle, ils ont fait leur introduction en bourse avec une action qui était cotée à 31$ au listing. Il sera à 240$ ce week-end à la clôture. On verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Ça veut dire que les gens qui ont eu les couilles de IN, ils ont pu faire un x8 en l'espace de quoi? En l'espace de 2 semaines et demie. C'est absolument aberrant. Et je ne sais pas si ce sera tenable, mais en tout cas, ça annonce un petit peu la couleur sur la suite pour tout ce qui est stablecoin, etc. et la DeFi qui va avec. Pour ce qui est du token de Pumpcoin, il devait arriver fin juin. Et au final, c'est décalé à mi-juillet. On sait qu'il y a des actions en justice en cours. Moi, j'ai eu une info en off, je ne sais pas ce que ça vaut, mais apparemment, c'est lié au fait qu'ils avaient fait un dépôt de dossier pour être compliant avec Mika, justement, et qu'au final, comme ils s'y sont pris un peu tard, ils n'ont pas eu la validation sur ce dossier-là, donc ils sont obligés de retarder un petit peu. Mais bon, c'est imminent, et maintenant, la question qui se pose avec ce jeton Pump, c'est est-ce qu'ils vont rester très alignés avec Solana? Est-ce qu'ils vont faire leur propre Layer 1? Tu disais, Léo, qu'ils rachèteraient à hauteur de 25% de leurs revenus le jeton. Je ne sais pas si cette information elle est publique ou pas. Mais en tout cas, c'est pas du hyper liquide, si c'est que 25%. En tout cas, le jeton sera valorisé à 4 milliards. Il y aura une public sale pour pouvoir rentrer à 4 milliards. Et c'est un des projets qui fait le plus de revenus. Donc si jamais vous voulez surveiller un peu les revenus sur les différents protocoles, vous avez 2 outils. Vous avez l'outil DeFi-Llama, Holder Revenue, dont je vous avais parlé dans une autre émission, qui essaie de vous faire une estimation de... à quel point les holders peuvent profiter du succès d'un protocole ou d'un Layer 1. Et vous avez également Token Metric, que je vais vous ouvrir aussi. Alors attendez, je vais prendre la bonne page. Revenu. Où est-ce que j'ai mis mon Notion? Voilà, narratif, revenu et buyback. J'ai commencé à prendre des notes à ce sujet-là. Voilà, bon. La page DeFi-Llama qui est ouverte, donc vous voyez que Pump n'est pas dedans, parce qu'ils n'ont pas de jetons, tout simplement. Mais avec Hyperliquid qui est au top, puis PancakeSwap, Tron, Ethereum. On a M0 qui s'est pointé aussi. Je sais pas si tu connaissais, Léo. M0, c'est un protocole qui permet de créer des stablecoins avec du yield. En fait, en gros, je sais pas si des gens sont sur l'HyperEVM, mais le USD HL qui a été créé par Félix utilise la technologie M0. Et du coup, en gros, pour vous expliquer le USD HL, en gros, c'est Félix qui est du coup une des plus grosses plateformes de borrowing lending sur Hyperliquid qui a... Ouais, parce qu'il fait la correction à Google. Mais si tu tapes Félix USDHL, je pense que tu trouveras... Non, mais regarde, essaye avec l'orthographe. Parce que lui, il te met DHL, en fait, parce qu'il est raciste. Mais voilà. Donc là, tu vois, t'as les tweets en dessous pour expliquer. Mais du coup, USDHL, concrètement, c'est quoi? C'est un stablecoin qui run sur des T-bills. Donc, en gros, qui génère 4-5% à l'année sur du dollar. Et en gros, eux, ce qu'ils font avec l'USDHL, c'est qu'ils redistribuent tout le yield aux holders. Donc, Félix ne garde rien pour eux. J'ai eu confirmation du founder. Et en fait, ils récompensent
les gens qui apportent de la liquidité et qui font du volume. C'est-à-dire qu'en gros, tu as la moitié des récompenses qui sont sur l'HyperEVM, la moitié des récompenses qui sont sur Hypercore. Et donc, si tu effectues du volume en tant que maker ou en tant que taker sur Hypercore, bah, tu vas toucher une partie des récompenses. Et de la même chose, si tu apportes de la liquidité sur HyperSwap, KittenSwap, etc., tu vas toucher des récompenses. Donc, en gros, ils récompensent l'activité et le fait de fournir de la liquidité. Et du coup, ça permet de résoudre un peu ce problème de, bah, en fait, quand tu as un stablecoin, bah, c'est compliqué qu'il soit peg, c'est compliqué qu'il soit liquide, qu'il ait du volume, etc. Et donc, en fait, ils réinjectent tout ça sous forme d'incentive aux gens qui participent économiquement au stablecoin. Donc, USDHL qui est du coup, Félix qui essaye de faire une entrée en force dans l'écosystème et qui essaye de forcer la main à tout le monde pour qu'on utilise leur stablecoin parce que c'est un stablecoin genre positif pour l'écosystème sur lequel ils prennent rien. Et du coup, maintenant, tu as même Hyperland qui a sorti une version wrappée du HLP. Donc maintenant, ils ont tokenisé le HLP de Hyperliquid. Et du coup, un des moyens pour déposer dedans, de mémoire, c'est l'USDHL. Donc ils vont essayer de le rendre un peu accessible de tous. Donc tu fais Launch App ou Start Earning sur là. Et ensuite, tu as l'onglet HLP Vault à gauche. Et du coup, eux, ils ont tokenisé le HLP. Actuellement, il y a à peu près pour 6 millions dans ce truc tokenisé. Et tu peux déposer via l'USDHL, qui est le stablecoin natif de Félix que je t'ai présenté. Enfin, ils ont aussi le FEUSD, Félix, mais ils ont un peu fait demi-tour, j'ai l'impression, sur certains points. Et du coup, là, ils font la promotion du USDHL. Voilà. Question du coup, Léo, pourquoi j'irais déposer sur Hyperland et pas directement dans un Vault sur Hyperliquid? Parce que le fait de tokeniser le HLP, ça te permet de l'utiliser en tant que collatéral et token sur du borrowing lending. En fait, globalement, je pense que l'idée de Hyperland avec Looping Collective, qui a créé justement ce truc-là, comme tu peux le voir, c'est que en fait, tu puisses avoir une certaine composabilité dans la DeFi, et donc, par exemple, tu puisses lender ta position dans le HLP et borrow contre. Donc, en fait, tu pourrais lender ta position dans le HLP, borrow d'autres stablecoins et boucler, en fait. Parce qu'en fait, le HLP a peu de drawdown, donc en gros, ça permettrait d'exploiter au maximum les PY qu'il offre. Le problème, c'est que le HLP, il a des revenus des profits qui sont assez fixes. Donc en fait, genre tokeniser le HLP, c'est genre très cool et genre ce sera très utile. Le problème, c'est que si genre cette version tokenisée du HLP fonctionne trop bien, ça risque d'attirer énormément de liquidité dans le HLP en conséquence, mais du coup de réduire aussi le yield. Donc il y a plein de gens qui vont essayer de le boucler. Et le HLP, c'est un produit ultra profitable, notamment parce que ça capte une partie des revenus de HL. Donc je pense que vont essayer de se positionner dessus. Je sais plus, je crois que c'est 3%, il y a d'autres qui disent 7%. Enfin, les chiffres, parce que tu as 97% des revenus qui servent à buyback, donc il me semble que c'est 3% pour le Vault. Je crois, mais au début, c'était pas pareil. Au début, c'était 10 ou 7. Genre, ça a évolué dans le temps. Et ils n'ont pas été clairs sur ça, mais ouais. Voilà, et donc du coup, pourquoi on a bouclé encore sur Hyperliquid, c'est que Félix, ils ont un stablecoin, qu'ils se sont servis du projet M0 pour les stablecoins, et que ce fameux projet... Usual est dessus, ouais. Je savais pas. Visiblement. Et du coup, M0, ils font du fric, et ils n'ont pas encore de token, mais, enfin à ma connaissance en tout cas, et que ça fait quand même un protocole assez profitable. Ouais. Voilà. Et donc, on peut revenir sur l'actualité. PumpFun, qu'est-ce que je disais sur PumpFun? Ça va être curieux à surveiller tout ça, parce qu'ils font une chier de revenus, mais vraiment des revenus de fou. Je voulais vous montrer du coup Token Metrics, qui est pas mal. Voilà, Token Terminal, pardon, pas Token Metrics. Token Terminal, un beau complément de défi Llama, pour voir justement quels projets font des revenus. Sauf que des fois, les projets, ils redistribuent pas. C'est pour ça que tu vois pas Tether, par exemple, dans DeFi Llama. Voilà. Et tu peux voir à Ether, ils font du revenu. Tu vois, j'étais choqué, ils font pas mal de revenus. Mais tu sais que Render, étonnamment, moi, je parle avec des graphistes et tout, et même des motion designers, et ils utilisent énormément Render pour faire les rendus, parce que c'est juste genre pratique en fait. Enfin, tu peux louer des machines pour faire tes rendus 3D, et genre eux, ils utilisaient ça, genre moi, ils ont fait plus de 300 ou 400 rendus dessus, facile. Donc, enfin, même plus. Intéressant. Donc, ça marche aussi, de ce que je comprends. Intéressant. Et du coup, j'ai fermé mon masterclass sans faire exprès. Ensuite, voilà, bon, ça c'est la DAO de Jupiter est mise en pause. Voilà, ils nous ont dit, bon, on n'aime pas comment réagit la DAO, donc on la met en pause, on va revenir avec un nouveau modèle pour la DAO en 2026, et en attendant, tout ce qui a été voté en cours, on le maintient, mais on fait pas de nouveau vote jusqu'à 2026, pour faire très court. J'ai pas trop suivi, donc je sais pas si c'est une bonne décision ou pas, mais c'est surprenant. En tout cas, le token n'a pas baissé, monté, ça n'a pas eu d'impact direct. Genre, on met la DAO en pause, la dinguerie. Wesh, la DAO en pause. Ouais, Genre, ça nous plaît pas, du coup, on met la DAO en pause.
Ensuite, on a Reddit qui pourrait mettre un système de KYC avec le système World de WorldCoin afin d'identifier les bots et donc lutter contre le Sibyl. Alors pour le moment, c'est à l'étude, mais pour faire très court. Vous avez cette fameuse crypto-monnaie qui s'appelle World, que vous connaissez peut-être, qui est d'ailleurs extrêmement capitalisée. Bah si, justement. Ah ouais, ça l'est, je crois, maintenant, parce que ils stockent pas de l'iris. En fait, ils prennent un scan de ton iris, ils en font une signature et ils stockent simplement la signature. ok. Donc il me semble que c'est conforme maintenant. Ça l'a pas toujours été, mais maintenant ça l'est. Après, tu me diras, Donc, on a bien Face ID, donc on est plus à Ouais, ça. mais c'est le même principe. C'est Ouais, un ouais. peu le même principe, tu vois. Face ID, ils prennent plein de points sur ton visage, ils en font une signature, et puis en fait, ils n'ont pas le modèle de ton visage à proprement parler. Donc, ouais. World, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un système qui scanne votre iris, donc votre œil, et à partir du scan de votre œil, parce qu'il est unique, vous allez avoir une signature, donc vous allez pouvoir identifier que c'est vous, et ça permettrait potentiellement, sur le papier, d'avoir un système anti-bot, en sachant qu'on a vu des communications récentes où ce système pourrait être intégré par exemple sur les sites de rencontres, parce que voilà, les Tinder et compagnie, c'est des usines à bots et à scam. Bah là, l'idée, ce serait de l'adapter à Reddit. Je trouve le concept très sexy. Alors après, la tech est sexy, est-ce que ça profite au token world de tout ça? Parce que là, moi, ma seule connaissance du token world, c'est qu'en fait, quand tu scannes ton iris pour te dire bah merci de l'avoir fait, on te donne un petit peu de world. Bon, très bien, mais la pression acheteuse dans tout ça, ils sont où les buybacks de world, putain? Pourquoi acheter du J'en World? ai pas connaissance. Bah ouais. Pourquoi acheter du World? Bah, les gens achètent du World parce qu'ils veulent acheter une crypto-monnaie qui a un bêta play sur Sam Altman, le fondateur d'OpenAI et de Ça a l'air de ChatGPT. bien marcher en tout cas. Je sais pas si t'as vu le graphique. Le graphique, il est bêta play, le graphique. C'est un graphique de bêta play. Il est bêta, il est pas alpha le graphique. Voilà, ensuite, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais sortir une vidéo. Bah, elle est sortie pour analyser un petit peu les concurrents d'Hyperliquid. Donc, ça se passe sur ma chaîne Capier de Crypto. Je vous avais fait une interview d'Abdel où on a parlé de Starknet, de Paradex, d'Extended, un petit peu de l'écosystème Ethereum autour. Ça sortira ce lundi, donc si vous écoutez la rediffusion sur YouTube, ce sera sorti. En gros, l'idée c'est d'avoir la masterclass le lundi midi et la vidéo le lundi soir. Voilà, j'enchaîne. On a sorti une analyse fondamentale de Paradex. Voilà, l'idée c'est que tous les bons DEX vous sortirez une analyse fondamentale complète pour que vous fassiez une idée de ce que ça donne. Avec l'analyse fondamentale, en général, on vous met un petit lien qui vous permet de vous inscrire sur la plateforme. Donc, vous nous soutenez parce que si vous faites des frais de trading sur la plateforme, eh bien, vous allez nous permettre de toucher un petit peu de commission. Mais vous avez aussi des réductions en passant par notre lien. Voilà. Et sachez qu'à la fin de l'article Paradex, on met des liens utiles. Et vous avez notamment un petit article, le tutoriel airdrop Paradex, où on vous explique comment vous pouvez tenter de farmer l'airdrop, en sachant que le TGE pourrait arriver en août ou... Voilà, fin de troisième trimestre, début de quatrième trimestre 2024. C'est un des concurrents d'Hyperliquid les plus attendus parce que ça tourne sur les dernières innovations de Starknet, que c'est assez liquide, qu'ils ont des options, qu'ils vont avoir un marché spot aussi. Et dans la foulée, on a Extended, que vous connaissez peut-être, qui est un autre DEX qui est basé sur la tech de Starknet, qui a sorti cette semaine une communication pour nous dire que voilà, ils vont être de plus en plus en phase avec l'EVM, puisque là, c'est la tech de Starknet. Donc déjà, vos wallets type Rabi et Metamask, ça fonctionne. Et l'idée, c'est qu'à terme, vous ayez aussi des tokens ERC20. Ça va arriver. En sachant que j'ai eu un alpha, Starknet va intégrer le protocole Hyperlane. Donc bientôt, vous allez avoir plus de façons de bridge avec Starknet. Et donc j'imagine qu'il y a plein de tokens qui vont arriver sur l'écosystème. Donc Paradex et Extended vont pouvoir en profiter. Vous devriez avoir un marché spot avec, j'espère, plus de contenu. Donc on va commencer à avoir en complément d'Hyperliquid, des expériences on-chain qui sont de plus en plus complètes. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Voilà, donc on vous a bien tabassé la gueule de notre formation sécurité crypto avec Ledger. Bah là, j'ai un exemple très intéressant. On a ce monsieur qui nous a dit qu'il s'est fait dépouiller. Bon, je vais pas le juger parce que j'aimerais pas être à sa place, mais qu'est-ce qu'il a fait? En gros, il a fait un call Zoom avec quelqu'un qui se faisait passer pour un ami. Donc il a fait ce call Zoom et la personne l'a redirigé sur une autre plateforme et elle a été capable de vider ses wallets Metamask. Il avait 6 wallets Metamask. Du coup, la majeure partie de ses fonds ont été piratés. Donc je le redis encore une fois. Si vous manipulez des crypto-monnaies, achetez un hardware wallet, Ledger ou autre, mais achetez un hardware wallet. Dès que vous avez une grosse quantité de crypto-monnaies, vous faites tout via un hardware wallet. Vous pouvez aujourd'hui connecter votre Rabi, connecter votre Metamask, connecter votre Phantom, votre Backpack, ce que vous voulez comme wallet, avec un Ledger ou avec une autre crypto-monnaie. Faites-le, on l'explique dans la formation écrite et on va attaquer les formations vidéo. Il faut qu'on s'appelle cette semaine à ce sujet-là, Léo.
j'ai déjà préparé le programme. On va faire la formation vidéo de cette formation écrite pour vous expliquer justement comment faire. Parce que moi, je ne veux plus entendre parler de gens qui ont leur fond sur un MetaMask sur le navigateur. Tu te fais pirater le navigateur, t'es niqué. Tu te fais pirater le PC, t'es niqué. Tu te fais intercepter ta site web, t'es niqué. Il y a trop de façons de se faire dépouiller. C'est inacceptable. J'ai spam le chat, hein, si jamais, avec la formation sécurité qu'on a fait avec Ledger, qui vous aide à sécuriser vos fonds. Donc franchement, profitez-en, sincèrement, c'est gratuit. Enfin, ça vous engage en rien à acheter un produit Ledger. Vous pouvez tout aussi Oui, bien vous utiliser pouvez faire un autre autre chose. produit si jamais vous voulez vraiment tester autre chose. Mais en vrai, Ledger, c'est très bien. J'utilise que ça, personnellement, quasiment. Ouais. Et en vrai, n'hésitez pas à checker la formation. Elle est gratuite. Ça vous permet d'avoir des bonnes bases. Et vous avez tout qui est relu aussi par la team Ledger. Donc, ça vous permet de vous dire que vous avez quand même quelque chose qui est assez solide sur lequel vous pouvez vous appuyer, quoi. Voilà, on vous explique comment déposer, acheter évidemment, mais on vous explique aussi comment connecter votre Ledger à MetaMask et tous les autres wallets. Vous avez ce tableau notamment où on vous explique comment lier à Xverse si vous faites du Bitcoin, lié à Phantom, lié à Rabi, lié à Backpack. Si vous êtes sur des écosystèmes type BitTensor, lié à Subwallet ou à Talisman pour le faire. Pour vous connecter à Hyperliquid, vous avez Backpack, vous avez Rabi. D'ailleurs, j'aurais pu noter Rabi. Alors juste, pareil le pour nom du Aptos, gagnant etc. du concours. Alors déjà, il y a c'est 10 gagnants de mémoire et on va faire le 10. tirage là très prochainement. Demain, on va faire partir les mails donc aux gens qui sont éligibles et du coup, en fonction des réponses, on délivrera ou pas ces trucs-là parce que faut que les gens nous répondent. Et s'il y a des gens qui nous répondent pas, on refera un tirage. Donc en soi, c'est pas non plus inutile de faire la formation. Enfin, vous avez l'utilité de la formation, mais potentiellement, vous pouvez être aussi tiré au sort après si jamais il y a des gens qui nous répondent pas pour recevoir en fait l'argent qui était inclus dans ce qu'on a dit et ce qu'on a présenté, qui était 2500 euros pour 10 personnes. Donc 250 Et si vous aimez pas Ledger, voilà, il y a Engrave, vous pouvez vous débrouiller avec d'autres wallets. Il me semble que, comment ça s'appelle déjà les cartes là? Putain, j'ai perdu le nom. Bon bref, il y a Trésor aussi, j'ai perdu le nom pour les cartes, Tangame, voilà. Bon, il n'y a pas que Ledger. Moi, j'ai un biais, parce que j'ai toujours utilisé Ledger et que c'est hyper complet et qu'il n'y a pas machin, mais il n'y a pas que Ledger. Les gros utilisent Ledger même aussi, donc je recommande en vrai. Ensuite, on a des petites nouvelles. Alors, petite parenthèse gaming, ça me fait plaisir. Mais parce que je vous parle aussi de Gaming Web 3, on a le moteur Unreal Engine 5.6 qui est sorti récemment, où ils ont fait des énormes travaux pour justement la parallélisation des calculs, surtout dans des moments où il y a énormément besoin de performance processeur. Et on a des performances qui vont jusqu'à plus 35% par rapport à la version 5.4. Pourquoi c'est hyper important ? Puisque l'avenir du jeu vidéo se fait principalement sur Unreal Engine, hein, voilà, tous les studios AAA passent sur Unreal Engine. On a même des studios qui avaient leur propre moteur. Je pense naturellement aux studios qui ont fait Cyberpunk et The Witcher, CD Projekt, qui passent à Unreal Engine. The Witcher 4 va passer sur Unreal Engine. Les jeux Web3, c'est pareil. Off the Grid, c'est Unreal Engine. Comment ça s'appelle le jeu d'Ultra Projet Citadel, c'est Unreal Engine. Clair Obscur, c'est Unreal Engine 5.6 d'ailleurs, parce qu'ils utilisent les dernières technologies. Voilà, donc on va commencer à avoir des belles performances sur Unreal Engine, et je me dis que ça va être très 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 sympa pour le Gaming Web 3. Que vous le sachiez, moi je commence à regarder comment développer des jeux de mon côté, et j'ai un petit projet, donc petit leak, voilà. J'aimerais comme premier projet m'amuser à faire un gun game. Je sais pas si t'as connu les gun games sur Counter-Strike Source, Léo. Tu sais, tu tues un gars, tu passes du pistolet au fusil à pompe, tu passes du fusil à pompe au sniper, et tu sais, tu dois les tuer avec toutes les armes et terminer au couteau. Bah, j'aimerais bien faire ça, et j'aimerais bien, dans le délire, mettre un petit truc Web3 par-dessus, juste pour m'amuser, en fait. Tester des trucs, parce qu'à terme, j'aimerais faire des jeux vidéo. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Peut-être que je ferai un Discord exprès pour ça bientôt. Voilà, donc ça c'était la parenthèse gaming. Ensuite, on parle beaucoup de Monad, pas beaucoup de Somnia. Somnia, c'est un Layer 1 EVM qui fait pas mal parler d'eux parce que ils sont basés sur un nouveau moteur de consensus récent. On nous annonce jusqu'à 1 million de transactions par seconde, des blocs de 100 millisecondes. Voilà, donc ils ont levé énormément. De ce que j'ai compris, hein. Ils ont vraiment ralasse de malade. On n'en entend pas trop parler dans le CT FR, mais de mémoire, ils ont levé... là, c'est pas écrit, mais il me semble qu'ils ont levé 270 millions, hein, les mecs. Hein. Donc, grosse levée. Et c'est quasiment la même tech que C-Network. C'est un nouveau moteur de consensus, donc il y a moyen que Monad ait un petit peu de concurrence de ce côté-là. Pour revenir à Ethereum, les choses deviennent plus claires par rapport à la mise à jour Glamsterdam. Donc, la prochaine mise à jour d'Ethereum, elle devrait arriver
au début du 4e trimestre 2024. Idéalement, elle s'appelle Fusaka. Il n'y aura pas grand-chose dedans, mais l'idée, c'est de pouvoir la délivrer vite. Et celle qui va nous intéresser, c'est la mise à jour Glamsterdam, qui, elle, sortira en 2026. Il y a beaucoup de choses qui vont passer dans Glamsterdam, mais la première chose qui me touche, c'est qu'ils vont enfin réduire le temps de bloc de 12 secondes à 6 secondes. Et ils vont essayer de faire passer potentiellement ce qu'ils appellent la 3-slot finality. Aujourd'hui, vous le savez, une finalité pure sur Ethereum, c'est 13 minutes à peu près. Même si aujourd'hui, quand vous faites de la DeFi sur Ethereum, on ne vous laisse pas attendre 13 minutes, vous pouvez soit plus vite, etc. Bah là, l'idée avec la 3-slot finality, c'est qu'on aura une finalité de 3 slots avec des blocs de 6 secondes, ça fait 18 secondes. Donc déjà, tout de suite, Ethereum fera un peu moins pitié. Côté UX, donc j'espère voir ça à horizon 2026. Donc il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là, affaire à suivre. Et du côté de Solana, eux, ils double down sur les optimisations de leur client Agave. Et donc on a Agave 2.3 qui va sortir ce juillet. Et dans l'idée, ils sont en train de tout retaper. Alors, j'ai été très impressionné d'un talk par notre ami italien Alessandro Dessina, qui est aussi sur Twitter. Il nous a expliqué sur quoi il bosse. En fait, il s'amuse à identifier sur Solana chaque action au niveau du networking et exécution, et lui, il se concentre principalement sur la partie networking. Et tu sais, Solana s'est vanté pendant longtemps de pouvoir paralléliser les transactions, paralléliser les actions, etc. Et il s'est rendu compte que le fait de paralléliser le networking sur les clients rendait en fait la stabilité du networking de Solana puante. Donc là, il est en train de tout retaper, la partie networking du client de Solana, pour que ça tourne sur un seul cœur du processeur sur un client. Et en faisant ça, il a des résultats qui sont beaucoup plus stables. L'idée, c'est quoi ? C'est d'être capable, potentiellement à moyen terme, de ne plus avoir des blocs de 400 millisecondes sur Solana, mais des blocs beaucoup plus courts. Et du coup, ça ferait peut-être des blocs de 200 millisecondes, voire moins. Avant Alpenglow, peut-être, ou alors en phase avec Alpenglow. Du coup, on aurait un Solana très, 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 très efficace. D'ici la fin d'année, c'est des travaux qui sont très cool. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et j'en ai fini dans mes notes. Si on a apparemment une proposition de gouvernance sur Layer 0 pour qu'il y ait un fee switch. Donc s'il y a fee switch, peut-être qu'on va avoir de la redistribution des revenus sur le bridge Layer 0 et ça ferait un avantage par rapport aux autres bridges, sachant qu'il est beaucoup utilisé. Et tu vois qu'au niveau du vote, ça se termine le 27 juin. Non, t'es en train de me dire qu'Apet, qu'il y a un coin qui a le buyback du siècle et que depuis, il y en a de plus en plus qui veulent activer le fee switch. Non, ouais. Arrête. Ben oui, non, mais en vrai, c'est tellement mieux pour l'écosystème. Genre, c'est tellement mieux. Genre, ils sont pas obligés de tout redonner, mais genre, enfin, au bout d'un moment, faut aussi redonner. Parce qu'au final, les gens qui hold ton token, c'est tes investisseurs, hein, qu'on se le dise clairement. Hein. Donc, bien sûr. Il faut aussi que les gens puissent retrouver de la valeur avec ce qu'ils utilisent, enfin le moyen qu'ils utilisent pour s'exposer à ta tech, quoi. Enfin, sinon, genre, t'es bon qu'à acheter un token qui sert à rien et sur lequel tu espères faire un x10 ou un x100 pendant très peu de temps et tout revendre, quoi. Surtout que c'est vraiment un protocole central à l'écosystème Layer 0 pour l'interopérabilité, pas que les bridges, mais aussi pour avoir des tokens multi-chain. Donc, très cool. Très cool de ce point de vue-là et j'espère qu'on va avoir d'autres des comme ça. Qui dit le retour du narratif des revenus, moi c'est tout ce que j'espère. Parce qu'en fait ça crédibiliserait tellement la crypto et je pense que c'est des choses sur lesquelles genre la TradFi pourrait beaucoup plus s'appuyer, tu vois. Genre c'est tellement plus... Enfin, c'est plus rationnel et ça fait plus sérieux, quoi. Enfin, ça fait moins fugazi, ça fait moins genre bullshit, c'est genre du concret, genre il y a du cash flow qui transite par ce token-là et qui te permet de toucher une partie de la réussite de ce token-là. Et après, tu as la redistribution ou tu as le buyback, mais en soi, le plus puissant, c'est le buyback parce qu'en fait, si tu fais de la redistribution, ça veut dire qu'en gros, moi, je peux venir acheter ta crypto en spot, shorter l'équivalent sur les dérivés, prendre le funding, plus prendre tes récompenses, alors qu'au final, je n'amène pas forcément de pression acheteuse sur le token. Enfin, il y a plein de moyens d'extract quand tu fais pas de buyback. Et alors, c'est cool, mais c'est moins fantaisiste et c'est ce qui amène moins de grosses valos. Donc, c'est surtout le buyback qui fait la différence. Mais encore faut-il que... buyback, c'est cool, mais il faut du revenu derrière. Si tu as 10K à reverser chaque mois, c'est pas très utile, à moins que tu sois un tout petit projet, quoi. Mais c'est toujours cette prix. En tout cas, c'est toujours cette prix. Et puis, les gens price l'info, donc ça motive le protocole, ça motive à utiliser le protocole, et c'est un boucle. C'est une boucle qui peut être vertueuse. Voilà. Donc, on a fait le tour de l'écosystème. Je pense qu'on va pouvoir boucler l'émission là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy. On est bientôt à 20 000 abonnés. Du côté de Twitter, on est bientôt à 200 000 abonnés. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Et prochainement, on va s'activer justement sur les formations vidéo sur la partie Ledger. Et aussi, moi, j'aimerais vous faire des vidéos d'analyse fondamentale, mais pas déléguées à Aigri seulement, mais aussi de moi. Voilà. Donc là-dessus, il faut qu'on s'appelle cette semaine, Léo. J'ai tout préparé pour qu'on en parle. Et j'espère que cette émission vous aura plu, en tout cas. Bah, je pense qu'on aura fait une émission bien complète. Et je Ouais. pense que, j'espère que vous espérez toujours, que vous appréciez toujours autant les masterclass. Où je pense qu'on arrive quand même à se renouveler dans le sens où on est quand même assez alerte sur ce qui se passe et à donner de l'alpha. Moi, je suis beaucoup sur, comme j'expliquais, sur Hyperliquid, sur Hypercore, sur HyperEVM. J'ai pas mal testé Hyperlen, Felix dernièrement, pas mal Liminal aussi. L'USD HL aussi, qui est pour moi une proposition qui est assez intéressante. Avec la tokenisation du HLP, il y a aussi pour moi il y a plein de choses très excitantes sur l'écosystème HL, et le fait que je build dessus, ça me permet aussi de voir les trucs en avance. Donc, je vais essayer de vous partager tout ça dans la limite du possible. Mais juste trop cool. Et après, je sais pas s'il y a énormément d'autres choses sur lesquelles interagir dernièrement. C'est ce que je l'expliquais. En fait, faut réfléchir. Est-ce que déjà le produit m'apporte quelque chose sans incentive? Et est-ce que il y a une possibilité d'incentive avec un futur airdrop, un token? Et si oui, quelle serait la valorisation, comment ils se positionnent par rapport à leurs concurrents, etc. Et à ce moment-là, vous prenez des meilleures décisions. Et sur la partie airdrop, il y a Pasher qui fait vraiment du bon travail. On a la section airdrop aussi sur Khan Academy qui est ultra fournie. Je vous la remets dans le chat. Ouais. On va prendre le temps de la montrer parce que elle est importante, cette partie formation. C'est vrai qu'on la relaie pas assez, cette formation, airdrop. La partie airdrop, elle est bien parce que déjà, si vous survolez un peu le marché crypto, vous n'êtes pas forcément au fait de forcément tout ce qui sort en termes de projets. Donc déjà, juste de venir ici, vous vous dites, ok, les nouveaux projets à surveiller, c'est Paradex, c'est Lighter, c'est Extended, etc. Et ensuite, on essaie de plus en plus de vous faire l'analyse fondamentale qui va avec, notamment on vous a sorti celle sur Paradex. Extended, j'aimerais vous en faire une. Lighter, c'est en cours de notre côté, je l'ai délégué. Unit. Ouais, Unit, tout à fait. Voilà, donc à chaque fois. Drop sur Hyperliquid, hein. Je vois pas quelque chose d'autre qui vous donnera un aussi gros airdrop. Donc, de ma perspective. Plusieurs choses importantes. Déjà, on vous fait un tuto plus ou moins complet. Si c'est pas assez complet, des fois, vous pouvez nous le dire aussi sur les réseaux sociaux en mode ouais, ça, vous aurez pu aller un petit peu plus dans le détail. On vous met un lien qui nous permet de nous soutenir, nous. Donc, si jamais, en passant par ces liens, au lieu de juste de tout laisser au protocole, vous pouvez laisser une petite commission pour Coin Academy et vous baissez vos frais de trading, notamment sur Paradex. C'est le cas sur Lighter aussi, de mémoire. On essaie de vous mettre des liens utiles. Voilà. Donc la boucle est bouclée, ça vous permet vraiment de vous tenir au courant de ce qu'il faut farmer si ça vous intéresse, en sachant que voilà, il y a de plus en plus de produits sympas qui sortent, où vous pouvez potentiellement croquer des jetons ou tester des produits ou voir un petit peu ce qui sort en termes de tokens, donc c'est cool. D'ailleurs, vous farmez quoi en ce moment? Je suis curieux de savoir ce que vous farmez les potes. Ouais, vous farmez quoi? Bonne question. Je vais afficher le chat. Ah, tu veux que je fasse? Attends, je le fais. Ah merde. Non, c'est bon. Backpack, j'ai pas trop suivi dernièrement leur progrès. Avantis, j'ai pas trop suivi. J'étais dessus, mais j'ai pas trop donné suite, honnêtement. Je sais même pas ce que c'est. Hyperland, Hyperunit, du coup, Felix, j'utilise, mais moins en ce moment. Hyperland, j'utilise, mais moins en ce moment. Unit, j'utilise au quotidien avec le spot. Hyperbit, j'ai testé aussi. Hyperswap, j'ai testé aussi, mais j'ai pas farmé de fou. Liminal, j'ai pas mal testé. Je trouve le produit assez sympa. Hyperfi, j'ai pas trop testé ce qu'ils font. Hyperdrive, j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes, mais je trouve que le guild n'est pas aussi bon que sur le reste. Et voilà, mais je pense qu'ils vont sortir plein de choses. Enfin, le main dev d'Hyperdrive, c'est l'ancien dev de Encore, si jamais. Ok. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, il a vu ce que c'était de la scale. C'est tellement chiant de farmer pour Unit. En soi, juste trader des assets spots sur HL, je pense que ça aide, quoi. Enfin, si vous avez du BTC ou du Sol ou de l'Ether ou genre d'autres trucs à acheter en spot, prenez le réflexe de le faire sur Hyperliquid via des assets de Unit et de retirer juste après. Je pense que c'est une bonne chose. En fait, je pense pas qu'il y ait besoin d'énormément de volume sur Unit pour prendre. Et je pense que dans les protocoles qu'il y a sur Hyperliquid, je pense que Unit est celui qui a le plus de probabilité d'avoir un market cap ou une FDV d'1 milliard.
Ouais. On me demande comment farmer MegaETH. Alors, je crois que pour le moment, tu peux pas. Par contre, tu peux farmer des écosystèmes de MegaETH et c'est notamment le cas de l'exchange GTE, où il me semble que même en utilisant le testnet, il y aura des incitations économiques pour les utilisateurs du testnet. GTE, c'est un concurrent d'Hyperliquid, hein. C'est un DEX assez puissant. J'aimerais qu'on vous fasse une analyse aussi fondamentale bientôt sur le sujet. Ouais. Voilà, donc reprise des fondas, comme vous avez vu d'ailleurs. Ouais, Hyperbit, j'ai vu ce qu'ils ont fait, etc. Je trouve ça intéressant, mais en fait, le problème de Hyperbit, c'est que comment dire, il y a plein de choses qu'ils font pas par eux-mêmes, et du coup, j'ai peur que ce soit plutôt en play court terme qu'en play long terme. Genre, je sais pas à quel point ils sont capables d'innover et de réussir à exister dans le temps. Hyperbit, j'ai plutôt la sensation que c'est quelque chose de court terme, etc. Parce que, enfin, j'ai étudié tout ce que les protocoles font, honnêtement, et ils sous-traitent énormément. Enfin, c'est un peu, je vous laisserai regarder. Bon. En tout cas, ceux qui nous écoutent sur YouTube, sachez que ces émissions se passent le dimanche à 18h heure française. Voilà, des fois ça se décale le lundi 19h, mais normalement c'est le dimanche 18h heure française. Ça se passe sur la chaîne du coup Capet le Vrai et CryptoPixou, respectivement. 0xPixou, pardon, sur Twitch. Et voilà, pour les intéressés. Je pense qu'on a fait le tour. Bah écoutez les potes, merci d'être passés. Merci encore Capet pour la partie fonda. Et dans tous les cas, on se retrouve soit cette semaine, parce que là j'ai repris un peu les streams avec Boubou aussi, ou soit de toute façon dans tous les cas dimanche prochain. Et puis de toute façon on se tient juste sur Twitter. Mais voilà, ça m'a fait plaisir. Moi je vais essayer de vous faire des petites interviews avec Hawk Research, avec Lilian et Artem, j'aimerais avoir. J'aimerais avoir Mining TK, Victor Crypto, j'essaie d'avoir Alix aussi de Aptos. Voilà, donc on va essayer de reprendre un petit peu les lives avec des guests sympas. Et du coup, ça se passe sur Twitch/CapetLeRest, Twitch/0xPixou. Et la chaîne Coin Academy, bien entendu. Donc je vous dis à très vite. Merci pour tout. Laissez un petit commentaire si ça vous a plu. Ciao tout le monde. Ciao les potes.